Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Bonjour à toutes et à tous, chers amis auditeurs. Une émission spéciale, on vous l'avait annoncé un petit peu sur Facebook, consacrée à l'Ukraine avec Olivier Burette qui est docteur en histoire contemporaine. Bonjour Olivier. Salut Marco, bonjour à tous et à tous. Tu es spécialiste aussi des Balkans, c'est ça tu me disais Alors voilà, donc dans ma spécialisation en tant qu'historien, c'est effectivement l'histoire de l'Europe centrale, on va dire de l'Europe de l'Est, et des Balkans, tout à fait. L'histoire de la construction européenne, relations internationales, etc. C'est-à-dire qu'à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Voilà, et avec cette guerre, on est en plein conflit d'Europe de l'Est, alors voilà. C'est ça en fait. Alors, tout à fait, parce que l'Ukraine est évidemment, tout comme la Biélorussie, tout comme la Moldavie, dont on parlera sans doute, tous ces pays-là, sont des pays anciennement de l'Est, qui appartiennent effectivement à une zone qu'on définit comme étant l'Europe centrale, tout à fait. Et sauf que c'est ça aussi, on pourra le préciser, ce sont justement des pays qui après 1989-90, quand l'URSS a disparu, quand il y a eu la fin de la guerre froide en Europe, ces pays-là, dont l'Ukraine bien sûr, ne sont pas rentrés dans le processus de l'adhésion à l'OTAN ou dans l'Union européenne, ce qui est le cas de tous les anciens pays du bloc de l'Est tels qu'ils étaient avant et qui aujourd'hui sont tous effectivement dans l'UE et en même temps dans l'OTAN. Alors que ces pays-là, Biélorussie et surtout l'Ukraine dont on parle là, étaient d'anciennes républiques soviétiques, faisaient partie de la zone d'influence de l'ancienne Union soviétique et ensuite de la Russie qui a pris la suite en 1980, à partir de la fin 91, début de l'année 92. Voilà. Donc l'idée, c'était de revenir un peu, puisque tu as vu la gentillesse l'année dernière de m'inviter déjà une fois pour d'éclaircir un peu ce conflit. Donc on a eu l'idée tous les deux, là je crois, c'est une idée que je crois que tu t'apprêtais d'ailleurs à me proposer. Mais tu m'as devancé. Faire un peu une sorte de bilan un an après de ce conflit. Bon, parce que c'est l'Ukraine, la guerre en Ukraine un an après, il y en a plein partout, tout le monde a fait son bilan. Moi, je vais apporter aujourd'hui mon éclairage personnel, mais voilà, c'est un conflit. Ça fait qui a débuté, tout le monde le sait, le 24 février 2022. Mais en fait, on rappellera ici, il avait commencé bien avant, depuis 2014, puisque une partie de l'Ukraine s'était autoproclamée indépendante pro-russe, à savoir les régions situées à l'est du pays, les régions de Louhansk et Donetsk, qui s'étaient autoproclamées indépendantes. Ce sont des régions pro-russes que la Russie a soutenues militairement, et il y a eu déjà un conflit larvé qui a quand même fait déjà pas mal de morts, qu'on appelait la guerre du Donbass, qui a duré déjà depuis 2014. Et puis en 2022, tout change, puisque cette fois-ci, Poutine, qui est l'actuel chef de l'État de la Russie, a décidé de façon unilatérale, si je puis dire, de passer à une phase suivante, une phase d'une guerre, cette fois-ci régionale, vraiment intense, à haute intensité, comme disent les spécialistes, et d'envahir le pays, en tout cas de le déstabiliser pour mettre un terme au pouvoir du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui est à Kiev, et en tout cas au moins tenter par tous les moyens de le renverser pour mettre des éléments pro-russes à la place et refaire basculer l'Ukraine, si je puis dire, dans le giron de la zone d'influence russe, parce qu'en fait c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire que
l'Ukraine, en fait, sur le plan historique, et j'y reviens rapidement, est indépendante depuis août 1991. Ça, c'est parfaitement logique, puisque l'Union soviétique a disparu. Donc les républiques qui l'a constituée, évidemment, sont devenues indépendantes. L'Arménie, la Moldavie, la Biélorussie, les petits États baltes, l'Ukraine, et puis plein d'autres républiques qui sont en Asie centrale. Et tout ça, ce processus-là remonte à longtemps. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'en gros en 2004, l'Ukraine était restée avec des chefs d'État qui étaient pro-russes, disons, dans la sphère d'influence de la Russie. Ouais. À cette époque-là, on était sous Boris Yeltsin, le premier chef d'État de la Russie. C'est pas compliqué, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Boris Yeltsin jusqu'à la fin des années 90, 99. Ensuite, ça a été Poutine, puis légèrement un temps Medvedev, puis ensuite à nouveau Poutine. Poutine, en gros, pour tout le monde le sait maintenant, évidemment, pour résumer, ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir, 23 ans qu'il est au pouvoir à la tête de la Russie. Oui, parce que alors, pendant que excusez-moi Olivier, quand Medvedev était au pouvoir, il était son premier ministre. Exactement, oui, c'est ça. Je parle de Poutine, bien sûr. Oui, parce que progressivement, c'est un pouvoir qui est devenu de plus en plus centralisé, de moins en moins démocratique. On peut alors aujourd'hui dire que on est dans ce que certains analystes appellent une démocrature, c'est-à-dire un État ayant une forme démocratique, mais qui est de plus en plus autoritaire. Il y en a un certain nombre d'autres comme ça, mais on va pas s'étendre là-dessus puisque c'est pas le propos ici. Mais tout change en fait pour l'Ukraine en 2004. Il y a ce qu'on appelle la révolution orange, du 22 novembre 2004 au 23 janvier 2005. Et là, c'est tout simplement, tout change. Pourquoi ? Parce que c'est terminé la période pro-russe, c'est-à-dire que l'Ukraine, comme d'ailleurs avant les anciennes républiques du bloc de l'Est, la Pologne, la Hongrie, etc., progressivement, au fur et à mesure de son évolution, a tenté de vouloir tout simplement s'ancrer vers l'Occident. C'est un phénomène naturel, si on peut dire, de vouloir évidemment se rattacher à l'Union européenne, parce que c'est vu dans ces pays-là, encore aujourd'hui, comme étant une sphère de prospérité économique, etc., etc. Et là, c'est pour ça qu'il y a un chef d'État pro-occidental qui remporte les élections, qui s'appelle Timoshenko, contre le pro-russe Yanukovych à cette époque-là. Donc c'est ce qu'on appelle la révolution orange, parce que ça change complètement tout. Et à cette époque-là, on n'est plus dans la période Boris Yeltsin, mais on est déjà dans la période Poutine. Et donc, en gros, l'Ukraine, si vous voulez, va glisser vers l'Occident, alors que la Biélorussie, elle, voisine au nord, avec un président tyrannique qui est Loukachenko, elle va rester fidèle à Moscou, mais l'Ukraine va glisser vers l'Occident. Et puis c'est un pays quand même important. Il suffit de voir sur la carte, qui fait quand même 2-3 fois la taille de la France, qui comporte une population, il faut le rappeler quand même, de 43,7 millions d'habitants. Je vais vérifier tout ça tout à l'heure. La population russe, à titre indicatif, est de 143,4 millions. Donc évidemment, c'est beaucoup plus grand pour la Russie. Mais la Russie, on le sait aussi, est avant tout un État eurasiatique, à la fois en Europe et en Asie. Et tout simplement, effectivement, pour la région, et c'est d'ailleurs le premier, puisque il y a la petite Géorgie située un peu plus bas dans le Caucase qui va vouloir faire pareil en 2008. L'Ukraine commence à donc glisser vers l'Occident. Donc ça va provoquer un certain nombre de tensions avec le voisin russe. Jusqu'à une autre période qui va arriver, une autre rupture qu'on appelle l'Euromaïdan et qui a lieu en 2014. Alors entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Les pro-occidentaux ont commencé à mener une politique de rapprochement vers l'Union européenne. Et puis en 2010,
qui perdent le pouvoir, et c'est le retour des pro-russes au pouvoir en Ukraine avec Yanukovych, qui sera le chef de l'État ukrainien de 2010 à 2014. Et en 2014, eh bien, il se trouve que Yanukovych va bloquer tout simplement une directive qui devait permettre à l'Ukraine de se rapprocher de l'Union européenne. Ça déclenche une révolution dans le pays et surtout à Kiev, de la part notamment des pro-européens. C'est ce qu'on appelle l'Euromaïdan. L'Euromaïdan, c'est ça. Et la réplique de la Russie à cet Euromaïdan, qui est faite en fait que quand il y a l'Euromaïdan, donc eh bien les pro-russes, notamment Yanukovych, le chef de l'État, quitte le pays le 22 février 2014. C'est la victoire donc des pro-occidentaux qui est issue de cet Euromaïdan. Ils avaient déjà gagné avec la révolution orange en 2004. 10 ans plus tard, avec l'Euromaïdan, eh bien les pro-occidentaux reviennent au pouvoir. Mais la réaction de Moscou ne se fait pas attendre, puisque dès mars, un mois plus tard, mars 2014, eh bien, il y a, comme on le sait, l'annexion de la Crimée. Avec un référendum qu'organisent les Russes, qu'organise Poutine dans la Crimée. La Crimée, c'est quoi? C'est cette petite péninsule. Bon, évidemment, il faut avoir une carte, parce que tout ça n'est pas forcément évident. Cette petite péninsule qui se trouve sur la mer Noire, au sud, évidemment, de l'Ukraine. Et la Crimée est, si je puis dire, annexée sans coup férir, sans qu'il y ait de combat d'ailleurs, parce qu'elle est effectivement peuplée de beaucoup d'une majorité relative de Russes, est rattachée donc à la Russie. Ça, c'est en mars 2014. Et puis ensuite, eh bien, se déclenche ce que j'évoquais tout à l'heure, cette fameuse guerre du Donbass, de avril 2014 à février, donc évidemment 2022, avec l'autoproclamation de l'indépendance de ces deux petites républiques de l'Est de l'Ukraine que sont Louhansk et Donetsk. Et là, évidemment, les Russes vont soutenir militairement en fournissant des armes, éventuellement des troupes aussi, avec un soutien à peine caché de la Russie dans ce qu'on va appeler cette guerre du Donbass. C'est pour ça que quand on questionne des experts là-dessus, notamment des experts ukrainiens ou des experts militaires, la plupart des experts à l'heure actuelle qu'on peut voir dans les médias disent en fait que ce conflit a vraiment démarré en 2014. Parce qu'effectivement, il y a d'abord la guerre du Donbass, et puis ensuite, cette guerre élargie, dramatique, avec tant d'aspects, on les évoquera, inquiétants et inconnus, qui est donc la guerre, évidemment, entre la Russie et l'Ukraine, depuis le 24 février 2022. Alors, il faut savoir quand même que la diplomatie a tenté de régler cette guerre du Donbass avec ce qu'on a appelé les accords de Minsk I et Minsk II. Minsk, c'est la capitale de la Biélorussie, c'est là que les diplomates se sont rencontrés pour essayer de régler la guerre du Donbass. Minsk I, c'est le 5 septembre 2014, Minsk II, 15 février 2015. Et en gros, je résume parce que pour faire simple, l'idée qui avait été exposée, issue de ces accords, mais qui n'ont jamais pu être appliqués en fait, c'était de fédéraliser ou de confédéraliser l'Ukraine. C'est-à-dire, en gros, il y aurait une partie qui aurait été sous influence russe, et une autre partie, en gros la partie ouest, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit historiquement même, qui serait restée, elle, plus indépendante sans doute et sous influence occidentale. Alors évidemment tout ça n'a pas eu lieu parce que tout simplement les dirigeants issus de l'Euromaïdan, il y en a deux, c'est très simple, il y a d'abord Viktor Poroshenko, personnage qu'on a revu récemment là dans les médias parce qu'il est engagé dans le conflit. C'est un grand milliardaire du chocolat, Poroshenko, et donc qui a été élu président de la République de l'Ukraine en juin 2014, et il reste au pouvoir jusqu'en mai 2019. Et en mai 2019, c'est l'arrivée de Volodymyr Zelensky, qui est le président de l'Ukraine depuis le 20 mai 2029. Alors là aussi, il faut quand même rétablir un certain nombre de réalités, notamment au niveau de la constitution de l'Ukraine. C'est pas du tout ni une dictature ni quoi que ce soit, parce qu'on a vu récemment quelques personnages médiatiques vilipender l'Ukraine, parce que régulièrement quand même, le discours des gens qui sont interviewés dans nos médias français n'est pas toujours pro-ukrainien. Il y a aussi quelques pro-russes entre guillemets, ou
en tout cas d'autres personnages qui relativisent le conflit. Mais c'est une constitution qui est présidentielle, donc avec un président de la République, mais quand même temporisée par les pouvoirs du Parlement. C'est-à-dire que en gros, le président propose le Premier ministre et les ministres, mais tout ça en fait est contrevalidé ensuite par le Parlement, qu'on appelle la Rada. Donc c'est une constitution qui est quand même démocratique, avec effectivement un pouvoir présidentiel important. Et de toute façon, la personnalité de Volodymyr Zelensky, évidemment, si je puis dire, suite à la guerre, s'est littéralement envolé sur le plan international, puisque il est devenu évidemment une icône. Après, toujours pareil, moi je ne vous donne que un cadrage historique, parce que pour ensuite analyser plus tard tout ça, c'est les historiens du futur qui le feront, parce qu'on ne peut pas, nous historiens, évidemment, faire de l'histoire, si tu veux, immédiate et commander de l'actualité brûlante. Donc au niveau politique. Alors Olivier, on va juste faire une petite pause et puis on se retrouve. Juste rappeler qu'on est en direct sur Radio Cool Direct avec Olivier Burette et que on parle donc de l'Ukraine un an après. On revient tout de suite. Voilà, on revient, on est toujours en compagnie d'Olivier Burette, donc docteur en histoire contemporaine, spécialiste donc de l'Europe de l'Est, et c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Justement, ça tombe bien parce qu'on revient donc un an après en Ukraine. Ce conflit qui dure en fait, il y a un an, on avait fait une émission justement par rapport à ce début de conflit. Tu pensais que ça allait être qu'un an après, on en reparlerait, que la guerre serait toujours d'actualité en fait? Alors, malheureusement, oui, parce que là, pour le coup, on peut répondre, si tu veux, au niveau de l'expérience historique qu'on a des conflits, que ce soit au XXe siècle d'ailleurs ou avant, qui ont confronté alors soit l'URSS au XXe siècle et puis avant l'empire tsariste. Ça a toujours été des histoires de conflits longs, et on retrouve toujours un peu, et d'ailleurs ça c'est absolument redoutable, on retrouve toujours un peu les mêmes genres de scénarios. Je pense par exemple à la Seconde Guerre mondiale. Bon, Dieu merci, on n'est pas dans une telle ampleur, en tout cas pas là maintenant, mais la Seconde Guerre mondiale en 1941, Staline avait complètement désorganisé son armée. C'est pour ça qu'il y avait pas que germano-soviétique, enfin en partie, pour d'autres raisons bien sûr, mais là c'est pas le propos. Et l'invasion hitlérienne, l'armée rouge lui était pris quand même en pleine figure, et Hitler est arrivé quand même jusqu'à 100 km à peine de Moscou. Enfin, ça a failli vraiment très très mal se terminer pour Staline, quoi. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase où les Russes se redéploient.
se réorganise en gros, hein, donc ce qu'ont fait les soviétiques, et puis c'est donc février 43, donc ça leur a pris un certain temps avec la bataille de Stalingrad, hein, et puis donc après le reflux évidemment des armées hitlériennes jusque Berlin, enfin tout ça c'est bien connu, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, 1812, pourtant ouais. Olivier, au début du conflit de la Deuxième Guerre mondiale, les deux pays avaient signé un pacte de non-agression que n'a pas respecté Hitler, c'est ça en fait, hein? En août, oui, tout à fait, en août 1939, parce que Staline, voyant quand même les conséquences de ces purges paranoïaques complètement folles, d'ailleurs qui recommencera d'ailleurs dans les années 50, hein, je veux dire, donc puisqu'on sait il meurt en février 53, on vient de commémorer entre guillemets sa disparition. Oui, c'est sur ce constat-là, en effet, il semblait plus prudent, effectivement, de ne pas entrer dans le conflit, que tout le monde comprenait bien qu'en 1939, peut-être même déjà dès 1938, que de toute façon ça allait quand même mal se terminer, entre le régime hitlérien et les autres pays européens. Bon. Et en fait, donc il y a ce pacte germano-soviétique, mais il y a les clauses secrètes du pacte germano-soviétique, et ce qui d'ailleurs concerne un peu le fameux conflit, enfin par ricochet ukrainien actuel, parce que dans le pacte germano-soviétique, il y a un accord secret, c'est surtout ça qui est le plus terrible et cynique en fait, hein, c'est que tout simplement Hitler et Staline avaient envisagé tout simplement de se partager, hein, au moment où le conflit éclaterait, et bien d'une part la Pologne qui cesserait d'exister, un morceau de Pologne donc en septembre 39 sera récupéré par les soviétiques, et puis l'autre sera anéanti par Hitler, hein, on connaît toutes ces histoires épouvantables, et puis aussi deux des trois États baltes récupérés par les soviétiques, et puis un autre État balte récupéré donc tout au nord, là sur la mer Baltique, récupéré par les nazis. Et puis il y a encore une troisième chose, c'est la Moldavie, ce petit pays dont on commence à parler, dont on a parlé aujourd'hui d'ailleurs dans les médias, puisque manifestement les Russes semblent être en train de chercher à le déstabiliser, évidemment. Hein, cette petite Moldavie, qu'est-ce que c'est ? C'est un morceau, en fait, de l'ancienne Grande Roumanie des années 20, hein, la Grande Roumanie de l'entre-deux-guerres, hein, avec des gens qui parlent le roumain, hein, ou le moldave, enfin, qui est une langue très proche, sauf que en Moldavie, tout pareil que pour les Ukrainiens, hein, après, elle devient indépendante dans les années 90, hein, puisque évidemment, elle était restée une république socialiste soviétique pendant l'URSS, hein, Staline ne l'avait pas restituée. Hein. Et donc, la Moldavie, tout simplement, elle a fait comme l'Ukraine, elle s'est rapprochée de l'Occident. Elle a une présidente pro-occidentale qui s'appelle Maya Sandu. Hein. Ils n'ont plus de pro-russes au pouvoir, les Moldaves. Hein. Et donc, ils aimeraient bien rentrer dans l'Union européenne, ils aimeraient bien aussi rentrer dans l'OTAN. Donc, en gros, ils franchissent, entre guillemets, ce qu'on peut appeler la ligne rouge, hein, pour Poutine, que Poutine avait rappelé quand même, faut pas l'oublier, ça a été oublié dans ce conflit. Hein, il l'avait rappelé à un des tout derniers sommets internationaux qui avait eu lieu avec Biden, je crois un an avant, en 2021, à Genève, hein, où donc Poutine avait rappelé en gros, nous les Russes, nos zones d'influence, c'est ça, évidemment l'Ukraine, etc., et donc bien sûr c'est la zone rouge à ne pas franchir, etc., etc. Bon, évidemment, ça ne s'est pas passé comme les Russes le voulaient, parce que du côté occidental, on laisse la vie démocratique se faire normalement dans les pays, et évidemment, ces pays-là, l'Ukraine, la Moldavie, ont suivi, si tu veux, la même pente de vouloir tout simplement se tourner vers l'Occident plutôt que vers la Russie, qui devenait quand même quelque part de plus en plus inquiétante. Donc la Moldavie, effectivement, puisque tu me parles du pacte germano-soviétique, s'est retrouvée envahie et rattachée à l'URSS suite à ce pacte de août 1939. Hein, et elle y est restée jusqu'au début des années 90, où elle est devenue indépendante, et on sait qu'il y a une partie à l'est de la Moldavie qui s'appelle la République de Tiraspol, c'est à la Transnistrie, hein, qui est effectivement une région pro-russe,
où dans les années 90, il y a eu une autoproclamation de cette république pro-russe. On la voit très bien sur la carte, sauf qu'aujourd'hui, la Transnistrie se retrouve en fait au milieu du conflit. Et là-dedans, il y a une armée russe, la 8e armée russe, que Boris Yeltsin avait laissée pour garantir en quelque sorte que la Transnistrie reste effectivement une petite république pro-russe autoproclamée. C'est un peu comme Louhansk et Donetsk. Sauf que là, bien sûr, quand on voit le conflit à l'heure actuelle, qui maintenant, depuis 1 an de guerre, pour le résumer, mais c'est stabilisé vers le nord-est et surtout le sud-est de l'Ukraine. Toutes les tentatives de prendre Kiev, etc., les Russes ont évacué tout ça. Ils se sont concentrés sur la partie est et sud-est de la carte de l'Ukraine. Mais entre les deux, il y a quoi ? Il y a la Transnistrie. Où se trouve, donc qui est un morceau de l'État moldave, où se trouve justement cette 8e armée russe, et surtout que c'est une zone effectivement composée de russophones. Et là, bien sûr, et il fallait s'y attendre. Ça s'est produit aujourd'hui, mais je pense qu'à mon avis, c'est depuis 1 an, il y a plusieurs tentatives de tout simplement, effectivement, appuyer sur cette zone pro-russe pour justement tenter d'étendre le conflit en Moldavie, etc., etc. Et puis surtout faire la jonction entre la Transnistrie, Chisinau, et puis l'extrême avancée de l'armée russe dans le sud-est de l'Ukraine. Et entre les deux, il y a quoi ? Il y a la ville d'Odessa, qui a d'ailleurs fait l'objet de ce fameux bombardement massif là qui a eu lieu aujourd'hui. Là, c'est dans tous les médias, ce 9 mars. Voilà, bombardement massif russe. Donc, il faut vraiment ne pas oublier que dans ce conflit, c'est extrêmement instable. Alors certes, effectivement, il y a un front maintenant de 1500 km qui va donc de l'est du pays jusqu'au sud-est, qui effectivement fait beaucoup penser à une guerre de position de type 14-18. Tout le monde sait maintenant où se trouve Bakhmout. Je veux dire, je crois que tous les médias en parlent. Cette petite ville qui est à l'est de l'Ukraine et qui est une poche en quelque sorte de résistance ukrainienne et que les Russes seraient à 2 doigts de prendre. Et alors, cette bataille de Bakhmout est présentée comme un enjeu crucial à la fois côté ukrainien et côté russe. Le président Zelensky, donc côté ukrainien, a même indiqué que si Bakhmout était prise, eh bien qu'en gros toute une partie de l'est du front de l'est de l'Ukraine s'effondrerait. Alors moi je ne sais pas parce que je suis pas stratège et puis surtout moi je suis extrêmement prudent sur les communiqués militaires dans les guerres. Alors là vraiment il faut faire très attention de quelque côté que ce soit parce que bien sûr la guerre c'est d'abord aussi la guerre de l'information. Donc il faut évidemment être prudent. Mais par contre il y a des données intangibles comme toutes celles que j'ai indiquées dans ce conflit. Alors, si on veut le résumer quand même, pour essayer de faire le plus simple possible pour les auditeurs, parce que tout le monde n'est pas, évidemment, si je puis dire, je suis un peu comme Obélisque, je baigne dedans, si tu veux, donc dans cette histoire-là de ces pays-là. Donc, pour moi, ça me semble simple, mais il faut toujours faire effort de pédagogie, comme je peux essayer de le faire dans mes cours. Donc, en gros, le conflit lui-même, il a commencé quand même pour rapidement voir les choses le 21 février, donc quelques jours avant le 24, parce que les Russes ont reconnu l'indépendance des 2 républiques, ce qu'ils n'avaient pas fait avant, de Donetsk et Louhansk. Et à partir du moment où ils les ont reconnus comme des républiques, eh bien celles-ci, qu'est-ce qu'elles ont fait ? C'est le bon vieux scénario de la guerre froide, de tout conflit de ce genre. Eh bien, elles ont appelé Moscou à l'aide, disant voilà, nous sommes des petites républiques pro-russes indépendantes dans le Donbass, au secours, Moscou, venez nous soutenir, etc. Et donc, bien sûr, c'est la fameuse opération spéciale Z, avec la lettre Z, tout simplement,
qui démarre le 24 février. Alors je crois que maintenant le discours officiel russe a un peu changé puisque on désigne désormais ça comme une guerre. Évidemment que c'est une guerre, bien sûr, mais pas du tout une opération spéciale. Et pourquoi la lettre Z? Eh bien, moi, on me l'a expliqué. C'est parce que, évidemment, il y a énormément de matériel militaire similaire, en fait, dans ce conflit. Évidemment, puisque bien sûr l'Ukraine était une ancienne république soviétique, hein, donc ils avaient des chars, tout matériel militaire qui était issu évidemment de l'Union soviétique. Et en même temps, ça commence à changer avec les aides massives militaires que les Occidentaux fournissent jusqu'aux chars Léopard et puis peut-être demain l'aviation. Donc le Z, effectivement, c'est pour pas qu'on se trompe. Donc, tu vois, un véhicule, un char avec un Z dessus, c'est un char russe. Voilà. Et puis quand il n'y a pas de Z, c'est un char ukrainien. Voilà. Bon, c'est aussi dramatique que ça. Donc invasion, évidemment, 24 février 2022, invasion massive. Hein, ça, c'est la première phase du conflit où le pays est envahi de partout sous des bombardements massifs, puisque les Russes arriveront jusque en mars de 2022, jusqu'à dans la banlieue de Kiev quand même. Hein. Il y a quand même un sursaut de l'armée ukrainienne quelque part, qui fait qu'il va y avoir un reflux ensuite des Russes, parce que mieux organisés comme armée, côté russe peut-être moins organisé parce que peut-être que les Russes avaient davantage, les stratèges russes misaient sur un effet de surprise. N'empêche que effectivement le conflit change d'aspect avec ce reflux et les Russes vont, comme je disais tout à l'heure, quitter toutes les zones au nord et au nord-est, notamment la fameuse ville emblématique de Kharkiv, en ukrainien. Ils vont évacuer tout ça, et c'est aussi à ce moment-là où ils vont commencer à évacuer tout ça, dès mars-avril 2022, que la fameuse affaire des crimes de guerre va apparaître, où on retrouve des charniers, notamment à Boutcha, voilà, et Izium notamment. C'est ces fameuses histoires donc qui entraînent ensuite toute ce débat sur la création d'un tribunal pénal international spécial pour la guerre en Ukraine, comme il y en avait eu un pour la Yougoslavie, qui est quand même le dernier conflit d'ampleur. Alors certes, évidemment, sans doute avec moins meurtrier ou moins impressionnant, mais la dernière fois qu'il y a eu un conflit aussi intense et une véritable guerre aussi horrible, c'est les 10 ans de guerre de Yougoslavie, ce qui a duré longtemps. 10 ans, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Ça m'avait interpellé sur la durée. Oui, c'est ça, oui. 10 ans. Et encore, l'ex-Yougoslavie, c'était 90 à 2000 en gros. Donc il n'y avait pas de Poutine, on était encore en plein marasme dans la Russie post-soviétique de Boris Yeltsin. Qu'est-ce qu'aurait donné à l'heure actuelle un conflit de l'ampleur de la désintégration de la Yougoslavie, qui a quand même fait au dernier mot près de 300 000 morts en 10 ans. Je veux dire, je n'ose même pas y penser, quoi. Mais c'est là où on a créé effectivement, parce que c'était une guerre civile aussi, il y a eu évidemment beaucoup de crimes de guerre, on sait des génocides aussi, enfin tout ça, etc. On le sait bien, toutes les affaires de Srebrenica, etc. Et les dirigeants qu'on a pu récupérer, qui sont encore en vie, qui ont été condamnés d'ailleurs pour crimes contre l'humanité, qui était le général Mladic et également le chef aussi des Serbes de Bosnie. Voilà. Bon voilà, donc l'idée effectivement, c'est d'ailleurs il y a une unité de ce tribunal pénal international en formation qui s'est installée à Kiev là, il n'y a pas longtemps, qui va effectivement dans l'avenir, parce que là pour l'instant j'imagine que c'est compliqué, de mettre en place un truc pareil, mais enquêter en tout cas sur ces charniers qu'on a retrouvés. Petite pause et on se retrouve dans un petit instant pour continuer à parler donc de ce rappel sur le conflit dans un an déjà, donc que le conflit en Ukraine a débuté.
toujours de retour, on est avec Olivier. Olivier, donc, je rappelle, tu es docteur en histoire contemporaine, spécialiste des pays de l'Est, et on parle donc déjà depuis une grosse demi-heure de ce conflit, donc un an après, l'Ukraine, un an après. Voilà, tu nous expliques un petit peu ta vision, c'est-à-dire que sur un an, tu as réussi à avoir quelques informations, tu as développé des sujets, alors que quand on s'était rencontrés, quand on avait fait cette première émission, là on était un peu dans le vague, c'était plutôt pour parler pourquoi le conflit éventuellement, c'est ça. Donc on était au tout début du conflit, oui. Ouais, c'est ça, ça fait d'ailleurs exactement un an, parce que c'était en mars. On avait fait cette interview en mars 2022. Donc là, du coup, depuis un an, là, tu suis bien sûr en tant qu'historien ce conflit. Dans tes cours, vous en parlez ou pas à la Sorbonne, je rappelle. Alors l'année dernière, c'était d'autant plus dramatique que j'avais une ancienne étudiante, justement ukrainienne, qui, au moment où j'avais fait l'interview, d'ailleurs, j'en avais parlé assez longuement, d'ailleurs, s'était retrouvée bloquée chez ses parents à Kharkiv, là justement, en plein est, hein, donc dans une cave, hein, sous les bombardements. Bon, depuis, heureusement, elle a pu revenir en France, tout ce qu'elle m'a raconté était absolument effrayant, hein, surtout d'une violence incroyable. Bon, alors après, c'était ce que je disais tout à l'heure, en fait, hein. On était sur les à peu près 3 phases, hein. Donc cette invasion massive, qui va pas durer très longtemps, le reflux des Russes qui se ressentent sur l'est et le sud-est du conflit, et puis la découverte, effectivement, c'est là que nous en étions, de ces fameux charniers, donc qui effectivement colle parfaitement avec la notion de crime de guerre. Ça, c'est sûr que, mais enfin, tu me diras, dans tous les conflits, il y a évidemment des crimes de guerre. La guerre propre, si je puis dire, et dans la légalité, il y a jamais, puisque cette histoire-là, l'histoire de ce conflit-là, c'est quand même le grand retour en Europe de quoi, tout simplement, on a laissé tomber le droit international pour à nouveau refaire sortir la force, quoi. Alors c'est des choses qu'on n'avait pas vues effectivement depuis la Seconde Guerre mondiale, ça si on va très loin, mais aussi pendant la guerre froide. Bon, il y a toutes les interventions des troupes du pacte de Varsovie et des Russes dans le camp socialiste pour établir l'ordre, hein. Les grands exemples étant 1956 avec la révolution hongroise, hein, où le peuple hongrois s'était soulevé pour redevenir libre, hein, tout simplement. Bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Khrouchtchev envoie l'armée rouge et Budapest est, enfin pas rasé, mais vraiment écrasé, quoi, hein, par les chars soviétiques, hein. Il en reste des traces encore aujourd'hui quand on se balade dans Budapest, hein. Et puis à peu plus de 10 ans plus tard, c'est le printemps de Prague, hein, avec les Tchécoslovaques, et là c'est les troupes du pacte de Varsovie qui viennent écraser ça aussi. Donc cette idée du recours aux chars et à l'armée comme à la force, donc en gros brutal, hein, pour obtenir ce qu'on veut, c'est une constante, hein, dans ce que font les Russes, quoi. C'est tout à fait clair. Et avant ça, il y a toutes les époques tsaristes, hein, faut pas oublier, hein. Citons-là quand même. À chaque fois, j'aime bien rappeler la mémoire de cette historienne qui vit toujours, mais qui est très âgée maintenant, Hélène Carrère d'Ancos, hein, qui est la secrétaire perpétuelle de l'Académie française à l'heure actuelle, et qui a quand même, et elle est encore vaillante, hein, parce que je crois qu'elle a 95 ans ou pas loin, a été interviewée là dans quelques médias là ces derniers mois, hein, et elle a une analyse sur le conflit qui est quand même, une expertise sur le conflit qui est assez intéressante. C'est Carrère d'Ancos qui, dans les années 70, avait écrit un bouquin que personne n'avait compris à l'époque, qui s'appelait La gloire des nations, hein, et dans lequel elle expliquait que c'était normal que l'Empire soviétique se désintègre, hein, dans les années 80, allait se désintégrer un jour ou l'autre, parce que de toute façon il était sur une base d'un empire de conquête, de colonies, etc., ce qui est parfaitement exact. Et quand l'Union soviétique s'est désintégrée, toute l'Asie centrale soviétique effectivement est devenue indépendante, et puis ce qu'il y avait à l'Est aussi, c'est-à-dire non seulement les pays du bloc, hein, ça bien sûr c'est l'histoire de la fin de la guerre froide, mais justement les pays qui n'étaient pas dans le bloc mais qui étaient annexés à l'Union soviétique, donc l'Ukraine bien sûr, la Biélorussie, les États baltes, la Moldavie.
voilà, pour parler que de l'Europe, et la petite Géorgie aussi, le Caucase, tout le Caucase du Sud. Alors donc tout ça, voilà, et en fait ce que Poutine a développé pendant pratiquement 20 ans de politique, de remettre un pouvoir central fort en place, de reconstituer l'armée, de construire une économie centralisée, etc., enfin tout ce qu'on voit, on pouvait déjà constaté dès 2008, quand il avait été rétablir l'ordre dans la petite République de Géorgie, qui elle aussi voulait être pro-européenne. En fait, on pouvait déjà avoir les prémices que ça finirait comme ça, parce que l'idée, et les Russes ne sont pas cachés, dans différents mémorandums, je l'avais évoqué la dernière fois, c'est effectivement de rétablir une forme de l'ancienne puissance de l'ancienne Union soviétique. D'où cette politique. Et c'est pas étonnant que, il y ait ce conflit en Ukraine, hélas, on a vu pourquoi, mais l'idée de l'étendre à la Moldavie ne m'étonne absolument pas. Et malheureusement, il semblerait quand même que ce soit ce qui se passe. Alors, donc, ce reflux russe, maintenant on a sur 1500 km de front depuis à peu près un an, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on le voit sur la carte, il est stabilisé de l'autre côté du Dniepr, cette fameuse rivière énorme qui sépare l'Ukraine en deux, le Dnieper, il a plusieurs noms. Et les grands événements qui se sont produits, entre guillemets, c'est que Poutine a fait une mobilisation partielle, on s'en souvient, en septembre 2022, 300 000 hommes quand même. C'est ce qui a entraîné d'ailleurs la fuite de plein de personnes qui ne voulaient évidemment pas partir sur le front. N'empêche que l'arrivée de ces troupes fraîches, entre guillemets, effectivement, sont sans doute une des raisons pour lesquelles le front s'est stabilisé. Il faut pas oublier aussi qu'on retrouve, et ça c'est très important, et c'est pas que moi qui le dis, mais évidemment la plupart des experts dans les médias, c'est qu'on retrouve cette technique habituelle, alors non seulement de ce qu'on appelle le hachoir, c'est-à-dire qu'en fait, les Russes envoient c'est ce qu'ils ont fait aussi dès 41, des troupes toujours qui reviennent, des divisions qui reviennent. Les généraux de la Wehrmacht disaient pour 3 divisions russes détruites, nous en avons 30 qui réapparaissent. C'était ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours la même technique, toujours cette technique aussi qui avait été employée du temps des tsars, du temps de la guerre de Napoléon. Napoléon, lui, il avait été jusqu'à Moscou. Les Russes ont brûlé Moscou, et puis ensuite, il y a eu le général Hiver, entre guillemets, qui joue un rôle, l'hiver, là, encore une fois, dans le conflit actuel, on l'a bien vu. Et puis, ensuite, ça a été la persécution des Cosaques, on le sait, qui ont évidemment, miné le retrait de la Grande Armée. Voilà. Alors évidemment, c'est 3 périodes différentes, la guerre actuelle, 1941 et les guerres napoléoniennes, mais on retrouve quand même des fondamentaux. Et ça, c'est le rôle entre guillemets de l'historien de les pointer, C'est pour ça, comme tu me posais cette question sur un conflit long, oui, l'année dernière, pour ma part, effectivement, je n'aurais pas été étonné que le conflit continue et soit sur une durée assez longue, parce que justement, il y a redéploiement côté russe, les sanctions, certes, ont une influence, mais peut-être pas l'influence qu'on aurait voulu. Et puis, surtout, c'est parce qu'on a peut-être oublié, mais ça, c'est un de mes dadas, c'est que la Russie est une puissance eurasiatique, c'est-à-dire qu'elle s'appuie, c'est un continent. C'est pas Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est bien plus grand que ça. Et donc, ils ont des ressources absolument énormes, à commencer par ces ressources en hommes et qu'ils utilisent, sans aucune parcimonie. Donc, d'un côté, on a une armée de conscrits envoyés en masse, si je puis dire, à la tuerie, côté russe. Et puis, d'autre côté, il y a l'armée ukrainienne qui est très bien organisée, donc l'occidentale, et qui va recevoir de plus en plus de matériel logistique occidentaux. Là,
On a bien vu, il y a eu même jusqu'à des frappes de drones ukrainiens pas très loin de Moscou, et puis cette destruction absolument spectaculaire du fameux pont dit de Kerch, ce fameux pont de Crimée. Donc cette opération qui en 2022 était très impressionnante, puisque les Ukrainiens, le 8 octobre 2022, sont allés frapper ce pont symbolique qui relie la Crimée à la Russie, depuis la mer d'Azov. Alors ça, c'est très impressionnant. On a vu plein d'images de ça, et c'est une opération qui avait été faite effectivement avec des drones ukrainiens. Et là, ils continuent de plus en plus d'ailleurs à frapper maintenant les arrières du front côté russe. Et la fameuse vague, de bombardement d'aujourd'hui a été présentée par la propagande russe comme étant évidemment une opération de répression contre ces opérations, parce que de plus en plus, les Russes aussi s'affaiblissent. Et est-ce qu'un jour on va pas avoir une entrée de l'armée ukrainienne en territoire russe? Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce qui nous permet d'évoquer la dernière partie, c'est-à-dire les différents scénarios envisagés qui pourraient arriver. Et ces scénarios, alors évidemment, il y en a. C'est surtout des questions que moi je me pose, mais que tout le monde se pose là-dedans. La première, c'est est-ce qu'il peut y avoir un retour à des négociations? Alors sur ça, moi je suis assez pessimiste, parce que je pense que quelque part, côté russe, ça a été trop loin. C'est-à-dire que il y a eu quand même ces charniers qu'on a retrouvés, et sans doute beaucoup d'autres qu'on va retrouver au fur et à mesure du conflit, parce qu'il y a aussi un côté évidemment guerre civile là-dedans, même si c'est pas vraiment une guerre civile, et c'est un peu un mélange de beaucoup de choses. Ça fait penser un peu à la guerre d'Espagne au niveau vraiment lutte fratricide. Ça fait penser aussi un peu à la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vrai que on est sur les lignes de front de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ça fait aussi penser à l'Afghanistan. L'Afghanistan, quand même, les proportions gardées, c'est 10 ans de guerre, de 79 à 89, avec l'évacuation de l'armée rouge organisée par Gorbatchev. L'Afghanistan, 15 000 morts côté russe. Là, j'ai retrouvé les chiffres, mais ils sont pas précis, parce qu'évidemment, on est encore en plein dans le conflit. Là, à l'heure actuelle, un an après, on serait à 180 000 morts et blessés côté russe, et 100 000 côté ukrainien. Ça donne quand même une idée de la violence du conflit. C'est déjà énorme. Donc pour la première idée de retour à des négociations, là c'est charnier, sans doute des histoires de crimes de guerre. Est-il encore possible de revenir à des négociations, en tout cas avec le côté russe actuel avec Poutine? Est-ce que jamais les Ukrainiens accepterait de renégocier avec Poutine? J'en suis pas sûr. À cause de ça. Et donc, effectivement, 180 000 blessés ou morts côté russe, 100 000 côté ukrainien. Et donc, c'est là qu'on a été coupé. 40 000 morts civils quand même côté ukrainien. À mon avis, vu que moi, les témoignages que j'avais eus, une étudiante, à mon avis, c'est beaucoup plus que ça, parce que quand on voit toutes ces barres d'immeubles rasées littéralement par les missiles russes, quand même, ça laisse vraiment une certaine inquiétude. Donc voilà, l'Afghanistan, ça a duré 10 ans, mais 15 000 morts. Enfin bon, d'un autre côté, c'était une guérilla. Donc enfin, on est vraiment dans quelque chose d'absolument monstrueux, il n'y a pas à dire. Ensuite, il y a la question de la co-belligérance. Alors même si, effectivement, c'est quelque chose qui, paraît-il, n'existe pas, mais effectivement, on a bien vu, on fournit de plus en plus de matériel. Maintenant, ces chars lourds, il y a eu toute une polémique là, mais maintenant les tranchées, et donc les chars vont être livrés, le sont déjà d'ailleurs. Sans doute demain des avions, d'autres matériels antiaériens. Bon, il y a on marche vraiment vers une co-belligérance, et on peut se demander alors, dans ces scénarios, il peut y avoir des issues heureuses, mais est-ce qu'on ne va pas vers quelque chose qui serait inédit d'ailleurs, vers un conflit qui serait un conflit OTAN-Russie, tout simplement. C'est-à-dire que l'OTAN entrerait dans le conflit, alors cette fois-ci avec les troupes de l'OTAN et tout le reste, pour aller jusqu'à Moscou et renverser Poutine, quoi. Là, c'est des scénarios inédits, complètement inédits, parce que, et je dis guerre conventionnelle, pourquoi? Parce qu'on a bien vu pendant cette
années de conflit que la menace nucléaire, ça marche pas. C'est-à-dire que à chaque fois on a brandi ça, les mêmes, je pense, les moins rationnels dans l'état-major autour de Poutine se rendent bien compte que évidemment tout emploi d'une arme nucléaire tactique, qu'elle soit grande ou petite. Alors si c'est une petite, je préfère rappeler tout de suite, les petites à l'heure actuelle c'est quand même l'équivalent d'Hiroshima, donc c'est déjà effroyable, entraînerait une réplique de ce type côté occidental. Donc il n'y a pas de vainqueur, il n'y a toujours pas de vainqueur dans un conflit nucléaire. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une guerre de type conventionnel, quoi. Donc, en tout cas jusqu'à présent, parce que bien sûr c'est sous toute réserve, parce que ça pourrait, sur quoi ça pourrait aller. Mais cette idée elle est récurrente, d'une issue qui irait d'un conflit autant Russie. Bon, on n'en est pas là. Non, mais ça, c'est une hypothèse, oui, malheureusement. Ça a déjà commencé avec la livraison des armes quelque part même aussi. Oui, tu vois, donc. Sûr, je te dis, c'est la rupture de l'histoire. Alors ça, c'est un des trucs à mon avis qu'on va voir vers le printemps. La fameuse question de la co-belligérance. Est-ce que les Russes vont faire monter la tension avec cette histoire-là? Voilà. Bon, après, je sais pas. Il paraît qu'ils ont tiré 6 dans la vague d'aujourd'hui de leurs 7 missiles hypersoniques, là, les fameux missiles auxquels personne ne croyait. Voilà, sauf qu'il malheureusement il fallait y croire. Alors après tout ça, c'est une guerre c'est la guerre des communiqués, la guerre de l'information. Donc il faut toujours être prudent sur tout ça. Ensuite, il y a les deux options. Alors, si c'est l'Ukraine qui gagne, quelle guerre? Alors évidemment, quel type de victoire pour l'Ukraine? Parce que sachant que les Ukrainiens veulent aller, en tout cas Zelensky, jusqu'au bout, c'est de récupérer. Ils veulent revenir à 2014. Donc récupérer bien sûr la Crimée, etc. Tout ce qui avait été pris par les Russes. Et la victoire russe, de l'autre côté, si elle a lieu, alors là c'est le triomphe de toutes les théories stratégiques poutiniennes, c'est-à-dire là on irait tout droit vers un retour probable de l'ancienne, en tout cas de l'ancien glacis de l'Union soviétique côté occidental, c'est-à-dire une Biélorussie qui, pour se sauver le pouvoir de Loukachenko, refusionnerait avec la Russie, une Ukraine donc désormais qui retournerait dans le giron de Moscou dans des circonstances évidemment terribles, et puis la Moldavie, n'en parlons pas, mais qui deviendrait un point chaud parce que les Moldaves, à côté il y a la Roumanie, la Roumanie qui fait partie de l'OTAN, et que se passerait-il? Là on aurait peut-être un point de tension très vif qui mènerait à une guerre OTAN-Russie. Donc tout ça, c'est ça. Et l'idée aussi de la victoire ukrainienne dans le scénario précédent, c'est l'effondrement du pouvoir de Poutine. Et qu'est-ce qu'il en sortirait? Est-ce qu'il y aurait un retour à la démocratie avec les opposants qui reviendraient, et un retour du processus de démocratie en Russie, ou alors est-ce que ce seraient des gens pires que Poutine? Et malheureusement, toujours selon les différents experts, il semblerait qu'il y ait quand même des gens bien pires que lui dans son entourage. Donc ça aussi, c'est des scénarios qui sont relativement inquiétants. Il y a aussi le scénario d'une implosion de la Russie, c'est-à-dire une énième implosion, cette fois-ci, qui déclencherait une sorte de guerre civile dans toute la Russie, alors cette fois-ci à l'échelle continentale, avec des conséquences incalculables. Ça aussi, ça fait partie des différents scénarios dont on entend parler. Il y a aussi celui de la paix blanche. Alors la paix blanche, c'est quoi? C'est une paix sans vainqueur, un peu comme... Alors c'est toujours dans la culture russe, ça, quelque part. 1917, révolution bolchevique, Lénine avait promis la paix, ils font une paix blanche à Brest-Litovsk, au début de l'année 1917. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. La jeune Union soviétique va perdre énormément de territoire à l'Est, mais en échange, l'Allemagne cesse le conflit et va tenter d'ailleurs de reporter tout ce qui reste de troupes allemandes vers l'Ouest. Et on sait très bien que c'est l'issue de la guerre en 1918 qui va tout changer. Mais ça s'est déjà vu. Ça, c'est rarement évoqué, ça. Voilà à peu près les...
différents scénarios. Alors, on va faire une dernière pause, Olivier, et après on passera à conclusion, donc les derniers événements en info. Allez, à de suite. L'air du Sud. On aime Radio Cool Direct. Allez, on est toujours donc dans cette émission spéciale Ukraine un an après. On est avec Olivier Burette, docteur en histoire contemporaine et spécialiste donc des pays de l'Est. On parle donc de ce qui s'est passé depuis le début de ce conflit en Ukraine. Olivier donc qui a bien préparé cette émission. Tu devrais faire prof d'histoire. Ah mais tu l'es déjà, je blague. Je rappelle que tu es à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, c'est ça, hein? C'est bien ça. Alors, pour conclure, donc, tu as souhaité revenir un peu sur les derniers événements en date. Alors, les derniers événements, ça a été quand même un certain nombre d'événements emblématiques. Le voyage de Zelensky. Alors moi, j'aurais toujours été tenté, justement, en tant qu'historien, de faire un petit comparatif entre, Zelensky, donc de cet État, quand même, il s'agit vraiment, côté russe, d'une véritable guerre d'agression, il n'y a pas photo, quoi. C'est une invasion, c'est un État qui en envahit un autre. Ça, personne ne peut, même les personnes de plus mauvaise foi ne peuvent pas le nier, quoi. Bon, et moi, ça m'a rappelé un conflit des années 30, un des premiers d'ailleurs perturbants dans les années 30, et qui n'était pas du tout dû à Hitler, mais qui était dû à Mussolini, cette fameuse invasion en 1937 de l'Éthiopie, par Mussolini. L'Éthiopie, ce petit État souverain, un des rares d'ailleurs à l'époque de l'Afrique orientale, l'Afrique de l'Est, et l'Italie fasciste de Mussolini, il va avec toute son armée et avec crimes de guerre, gazage des populations, massacre à la grenade, une horreur, donc pour envahir cet État souverain. Et le chef de l'État s'appelait Haïlé Sélassié, c'était donc un monarque qui était devenu sur le plan international, à la SDN, etc., la grande figure d'un État agressé par les puissances totalitaires européennes. C'était vraiment
un grand emblème de l'époque, y compris en 1945, on le retrouve à la tribune des Nations Unies, etc., etc. Eh bien, Zelensky, quelque part, a un peu revêtu ces habits-là, parce qu'il est le chef de l'État d'un État agressé par un grand voisin à côté, militairement. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu ces fameux voyages, notamment le voyage de Zelensky, très emblématique en décembre 2022, où il va à Washington, reçu par Biden. Bon, là, évidemment, c'est vraiment très impressionnant. Biden qui rendra ce voyage au début 2023 en se rendant en Pologne et aussi à Kiev, visite surprise, plus la visite de Zelensky en février à Bruxelles. Tout ça, bien sûr, c'est pour resserrer les liens et l'aide des Occidentaux, qui est de plus en plus importante. Il y a eu l'épisode de la livraison des chars, ça, c'est un point psychologique très important. On verra après si ce sera déterminant ou pas dans le conflit. La Pologne a annoncé aujourd'hui avoir fourni les 10 chars promis donc à l'Ukraine. Et puis il y a ensuite effectivement les incidents qui se sont produits fin novembre 2022 en Pologne, il faut pas l'oublier ça, où il y a eu en effet un tir attribué à l'Ukraine, mais en fait on n'a jamais vraiment su pourquoi, comment, d'un missile qui est tombé à la frontière évidemment entre l'Ukraine et la Pologne, dans un petit village polonais, tuant 2 personnes, et on s'est bien demandé à l'époque si c'était pas une tentative d'opération sous faux drapeau, évidemment, pour aller secouer un peu l'OTAN pour voir ce qui se passerait. Bon, ça s'est calmé énormément, très vite, mais pendant une dizaine d'heures, moi je me souviens très bien, il y a eu un vent de panique, on s'est inquiété à ce moment-là, on s'est dit bon, l'extension, non seulement l'extension du conflit à l'OTAN aurait été imminente. Bon, ça n'est pas arrivé, mais il y a eu quand même une première alerte. Et puis il y a eu récemment ces survols de missiles russes en Moldavie et en Roumanie aussi, donc dans la partie sud. Là aussi, est-ce que ce n'est pas pour titiller justement cette zone très sensible dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est assez inquiétant tout ça quand même. Bon, puis il y a eu la fameuse conférence interalliée à Munich avec Macron notamment en février 2023, où là effectivement le tournant d'une aide de plus en plus importante à l'Ukraine a été effectué. Là on va arriver sans doute à une aide aérienne aussi. Il reste plus, je parlais de co-belligérance tout à l'heure, que l'envoi de troupes au sol. Bon, ça pour l'instant on n'en est pas là. Bon, j'espère qu'on n'y sera pas, parce qu'après c'est une des évolutions de tout cela. Et il y a le grand discours de Poutine le 21 février, le fameux discours à la nation dont on attendait des annonces inquiétantes. En fait, il n'y en a pas vraiment eu, mais néanmoins, la question de la co-belligérance a été réévoquée, Poutine disant le 26 février, donc ça c'est très récent, qu'il y avait vraiment une implication de l'OTAN, des Occidentaux dans le conflit, qu'on pouvait vraiment parler de co-belligérance, donc ça commence cette thématique-là commence à apparaître, plus évidemment la visite donc de Biden en février aussi en Pologne, bien sûr, parce que c'est aussi un des points les plus importants dans la région, et puis bien sûr cette visite surprise qu'il a faite quelques heures à Kiev. Kiev, je précise à chaque fois, il y a les 2 orthographes, faut pas oublier que l'orthographe russe fait prononcer le Lvov, Kiev et Kharkov, et donc en ukrainien c'est bien Lviv, Kiev et Kharkiv. Tu vois, c'est un détail, mais dans le cadre de ce conflit, c'est plus que symbolique. Alors voilà. Puis après, il y a les histoires de plan de paix, le plan de paix chinois. Ça, c'est les toutes dernières choses. Février 2023, qui a pas eu beaucoup de succès. Peut-être que ça suivra, mais encore une fois, et là, nous sommes le 9 mars. Franchement, ça permet de conclure, mais je ne vois pas vraiment beaucoup de volonté de paix de part et d'autre, quoi. Et je pense qu'il y a quelque part un point de non-retour qui a été franchi. Les dernières heures sur le conflit parlaient aussi de la remise en cause du fameux accord céréalier, parce qu'il y a aussi cet aspect de chantage, c'est-à-dire qu'il y avait eu un accord, tu te souviens, qui avait été conclu
par le biais des Turcs, qui avaient joué un peu un rôle, de médiateur entre la Russie et l'Ukraine pour que justement les navires portant des céréales puissent franchir la mer Noire, la mer d'Azov et la mer Noire, pour ensuite pouvoir importer les céréales, donc notamment pour les pays africains, afin d'éviter évidemment une catastrophe humanitaire majeure, quoi. Parce que l'Ukraine, ne l'oublions pas, était du temps de l'Union soviétique le grenier à blé du camp socialiste, c'est bien connu. C'est pour ça que son drapeau est jaune et bleu, bleu pour le ciel et jaune qui évoque un champ de blé. C'est ça le drapeau ukrainien. Donc voilà. Donc ça reste, je pense. Alors maintenant tu me dirais, est-ce que l'année prochaine, en mars, où serons-nous en mars 2024 ? Déjà, j'ose pas y penser. Oui. J'espère, soyons optimistes, qu'on sera plutôt en train de discuter des sorties du conflit. Et je pense qu'il reste beaucoup de points d'interrogation un an après. Et je pense que j'ai essayé de les présenter. Voilà. Et bien sûr, quand tu diffuseras la diffusion de l'émission, je suis tout à fait dispo pour répondre à toutes les questions. Oui, sur Internet. Exactement. Alors tu as une page Facebook, Olivier Burette, c'est tout ça. Voilà. Donc alors si vous voyez une table avec un verre de bière, c'est bien Olivier. Écoute, la dernière photo, ça fait un moment que j'ai pas fait l'actualisation. Non. Après, on blague, mais je rappelle aussi que tu as une chaîne YouTube où là tu mets tes cours en ligne, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Voilà. Ça s'appelle Parlons Histoire. J'avais relayé l'interview de l'année dernière dessus. Donc comme ça permet en même temps de la diffuser plus largement. Exactement. Puis j'ai les topos divers historiques que je fais, plus les cours, effectivement. Tout à fait. Ouais. Voilà, faut vous abonner. Je suis à 0,9K, voilà, comme on dit. Oula, c'est-à-dire c'est beaucoup, 900 et quelques. C'est pas mal. Disons que dans mon style, pour moi, c'est beaucoup. C'est pas mal. Et combien as-tu de followers sur Insta ? Est-ce que tu es sur Insta d'abord ? Non, sur Instagram, c'est beaucoup plus modeste. sur Facebook, je sais plus combien. En fait, c'est bon, il y a beaucoup de. Oui. C'est sur les gens qui suivent. Alors, justement, on parle des réseaux sociaux, mais la guerre a investi également les réseaux sociaux. Et partout, surtout TikTok, enfin je veux dire, la guerre est sur les réseaux sociaux. TikTok, oui, et moi je recommande quand même Twitter, malgré les aspects Musk et compagnie, parce que il y a souvent des infos relayées en direct en fait, avant que les médias, les grandes agences des médias les reprennent, quoi. Alors après, il faut vraiment prendre avec des pincettes, parce qu'il y a toujours un risque. C'est toujours pareil, c'est un conflit même majeur. Il y a toujours des risques, évidemment, de manipulation diverses. Mais Twitter reste quand même relativement à prendre en compte, quoi. Ouais. Et bien voilà, c'est ainsi se termine. Tu voulais rajouter autre chose ? Non, c'est bon. Très bien, on va remercier Olivier Burette, donc, qui a préparé cette émission. Ukraine, un an après, une émission donc que vous retrouvez bientôt en podcast et que vous pourrez bien sûr écouter sur Cool Direct et Cool Direct Info. Et bien merci Olivier qui était avec nous et qui a préparé cette émission donc Ukraine, un an après sur Radio Cool Direct. Merci à toi. Merci. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.